Docteur Chérif, tu dis que le Congrès qui dure 5 ans nomme le bureau politique. Mais le bureau politique ne dure pas 5 ans. Mais il faut réfléchir. S'il vous plaît, Docteur Chérif. On appelle la qualité à chaque congrès. Quand le congrès vient là, chaque congrès nomme un bureau politique. Et donc tous les 5 ans, tu es membre du bureau politique. Et le bureau politique, c'est le fonctionnement de l'Assemblée. C'est comme une assemblée nationale. Qui doit se réunir une fois par an, au moins. Mais le dictateur qui a pris le parti ne le réunit pas. Attention, qui sont comme ça, qui ne peuvent même pas être. Mais c'est pour ça que je n'ai pas retiré le premier thème. Je ne retire aucun thème. Docteur Chérif, à ce moment-là, vous allez vous asseoir à cette place et puis faire mon travail. Professeur Banga. J'ai dit dictateur, pourquoi? Professeur Banga. Mais laissez-moi faire mon travail. Allez, je ne vais pas retirer. Professeur Banga, vous estimez que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Ça, vous l'avez dit. Vous estimez qu'il y a eu de la tricherie. C'est votre point de vue. Mais s'il vous plaît, pour la courtoisie et l'évolution du débat, si cela peut cristalliser les tensions, on peut se passer d'un mot. S'il vous plaît, professeur, docteur Chérif. Je peux mettre 30 secondes. Oui, bien sûr. Quand quelqu'un vient dire que j'ai pas docteur Chérif, vous rendez la tâche difficile. J'ai été celui que depuis que Chérif a pris la parole, il a été agressé plusieurs fois. Je me suis jamais plaint. Donc à chaque fois que moi je prends la parole, eux doivent me mener rectifier. Moi je ne rectifie. Donc je ne veux pas rectifier parce que lui-même, moi je vous dis, depuis le début, il n'a fait qu'enchaîner, insulte à ma personne. Je n'ai pas répondu. Moi je vous dis. Donc moi je ne vois pas pourquoi je vais lui faire plaisir. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je l'aurais fait, mais lui je ne fais pas. Non, l'idée c'est pas de faire plaisir. J'estime que quand vous êtes à la tête d'un parti, le Congrès demande... Je rappelle le contexte, nous sommes en début 2025. Cette année, la Côte d'Ivoire va connaître une élection présidentielle. Le chef de l'État a annoncé une date précise, le 25 octobre 2025. C'est le dernier week-end, en tout cas, du mois d'octobre. Jusque-là, toute la classe politique ivoirienne attendait que le président de la République se prononce ou donne en tout cas un indice sur sa candidature. Et beaucoup ont envie de voir dans sa déclaration cette semaine, face au corps diplomatique, le fait de dire « Je suis désireux de continuer à servir mon pays », ça a été diversement apprécié. Et justement, on va entendre vos avis ce soir. On va commencer avec vous, docteur Ousmane Chérif. Quelle analyse faites-vous de ce discours du président de la République? Juste avant de rentrer sur le discours du président de la République, permettez-moi, au nom de mon parti, de faire une doléance à la nouvelle chaîne ivoirienne. Non, les doléances, c'est au préalable, avant le débat. Si juste non, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. D'accord. Vous êtes invité, si vous avez des doléances, c'est moi qui vous invite. Vous nous faites part des doléances, mais pas sur le plateau. On vous pose une question, vous répondez. Si on rentre dans les doléances, finalement, on ne s'en sort pas. Donc je vous propose de répondre aux questions. Si vous avez des observations, des préalables, on en parle après l'émission et on en tient compte pour les prochaines émissions. Ne vous en faites pas. Merci Ali. Alors, je vous en prie. Pour interpréter un peu le discours du président de la République en face du corps diplomatique, pour moi, il faudrait d'abord qu'on mette en place une interprétation concernant les enjeux de la confiance qu'on peut accorder à la parole publique d'un homme politique. Donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis de nombreuses années, de nombreux hommes politiques font des promesses et des déclarations au peuple et par la suite ne les respectent pas. Au fur et à mesure que le paysage politique se développe ainsi, finalement on se retrouve avec une perte complète de confiance entre la population et les hommes politiques. Le président de la République, Alassane Ouattara, j'ai compté un total d'environ 14 déclarations. Je dis bien 14 déclarations dans lesquelles, de façon directe ou de façon indirecte, il a mis en évidence le fait qu'il veut sortir du paysage politique. 14 déclarations qui n'ont pas été faites sous l'effet de contraintes, qui n'ont pas été faites sous l'effet d'aucune pression. Ce sont des déclarations libres. Donc, on est en mesure de croire que ces déclarations-là étaient honnêtes, étaient des déclarations qui allaient être respectées. Déjà en 2020, plus de 80 personnes sont mortes, malheureusement, à l'occasion de la déclaration de candidature pour le troisième mandat. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, environ 15 ans après le pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut accorder encore une valeur, une confiance à la parole publique d'un homme politique? C'est une question qui n'est pas forcément une question d'un parti politique, c'est une question que toute la jeunesse et que tout le système politique ivoirien est en train de constater. Vous souhaitez qu'on remette sur la place publique
la valeur de la parole publique, surtout des hommes politiques. Des hommes politiques, et c'est déjà remis en question. Si vous remarquez, quand vous êtes en politique, à chaque fois, les gens vous répètent, est-ce qu'on croit, est-ce que vous, les hommes politiques, est-ce qu'il faut vous croire? Dans le cas d'espèce, vous le dites pour la parole du chef de l'État ou pour tous les hommes politiques? Non, je commence d'abord de façon générale. Très bien. À rappeler qu'au fur et à mesure, année après année, on se rend compte que dans le paysage politique ivoirien, la parole publique des hommes politiques ne vaut pratiquement plus rien. Chacun, on a vu des gens qui ont juré ne jamais adhérer à un certain parti politique. Aujourd'hui, ils sont assis tranquillement en train au restaurant. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la parole publique des hommes politiques a encore autant de valeur que ça l'était précédemment? Je rappelle ceci, je termine rapidement, en rappelant que lors de la dernière interview au France 24 RFI du président de la République, la question qui lui a été posée, la réponse qu'il a donnée est tellement une réponse qui est frappante que cette question-là même, le fait de la poser sur un plateau de télévision est blessante pour la parole publique des hommes politiques. C'était quoi la question? Le journaliste lui demande, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous allez être candidat, est-ce que vous n'excluez pas d'être candidat en 2025? Le président répond, ah non, non, non. J'ai fait trop de sacrifices. Je répète, c'est les mots exactement qu'il a utilisés. J'ai fait trop de sacrifices. Ah non, non, non. Il me sera difficile, voire même impossible, d'être candidat en 2025. Quand vous avez un président, vous allez regarder l'interview. L'interview dure plus d'une vingtaine de minutes. Il a répété au cours de cette interview plusieurs fois que ça ne l'intéressait pas du tout de continuer, que c'était pour transférer le pouvoir à une autre génération. Donc moi, je dis que du bas de mon innocence politique, j'ai envie de croire que la parole politique d'un homme public peut encore l'engager. J'ai envie de croire que pour une fois, le président de la République, Alassane Ouattara, va respecter cette promesse-là. J'ai envie de croire qu'il est en train de faire complètement le contraire de ce qu'il a fait en 2020. En 2020, il a fait croire à tout le monde qu'il ne serait pas candidat et il a été. Je pense qu'en 2025, peut-être, je l'ai dit sur un autre plateau de télévision, je pense que le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat en 2025. Je pense qu'il est en train de faire croire à tout le monde, effectivement, que cette fois-ci, il sera candidat en disant « je suis prêt à servir mon pays ». Beaucoup vont y croire, alors qu'en réalité, à la fin, il ne sera pas candidat. D'accord, très bien. Professeur Banga, analyse? Ouais, écoutez, est-ce que vous, quand vous entendez le président Ouattara dire je suis encore en bonne santé et désireux de continuer à servir mon pays, est-ce que vous pensez que c'est un indice qui fait penser que le président Ouattara sera candidat ou non? Si, c'est un indice qui fait penser qu'il sera candidat. Non, moi, ça fait plus d'un an que je dis, finalement, vous savez, quand on compare à 2020, déjà... dans les années 2019, une année avant l'élection, déjà, on sentait monter la vague Amadou Gon Coulibaly. À tel point qu'en mars 2020, quand Alassane Ouattara cède la place à Amadou Gon Coulibaly, en réalité, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde voit bien qu'il y a quelqu'un qu'on prépare à la tâche. Regardez les discours, regardez les meetings, regardez, il y a toute cette orchestration. On ne la voit pas aujourd'hui. Il n'y a que ça. La simple donnée politique me fait croire qu'aujourd'hui, pas qu'il n'y ait pas de gens en capacité, RHDP le dit lui-même sa demi-douzaine, mais tous les indices montrent que Alassane Ouattara sera candidat. Et la déclaration, et comme c'est ce qu'on attend chaque jour, hier, au-delà de la déclaration, il a commencé à répondre à toutes les questions que vous pouvez se poser. La première question pour lui, c'est est-ce qu'il regrette son choix de 2020, comme peut-être tu rappelles, d'être là par force majeure? Il a dit non, je ne regrette plus aujourd'hui. En 2020, je l'ai hésité, moi aujourd'hui non, je suis convaincu. Pourquoi je suis convaincu? Parce que finalement, je vois que j'ai bien fait, parce que je fais un très bon boulot. Il essaie d'expliquer pour le faire. Deuxième chose, c'est de dire, est-ce que je le veux encore? Parce qu'on se dit, après 15 ans, tu peux être gagné par une certaine lassitude de Alassane Ouattara, nous dit qu'il veut encore être candidat. Et troisième question, qu'il entend qu'on se pose, c'est la question de son état de santé. Il rappelle qu'il est en bon état de santé. Certains posent la question de la légalité. Il n'a pas abordé, parce que je suis d'accord avec lui, la question de la légalité du 4e mandat ne se pose même pas en termes de légalité. Si vous le remettez en cause, c'est pour remettre en cause le 3e mandat. Les questions de légalité, il faut chercher plutôt dans les autres partis, parce que lui, je ne la pose pas. Donc pour moi, la surprise serait qu'Alassane Ouattara ne soit pas candidat, parce qu'il a quand même... Mais il a quand même ouvert une porte en rappelant qu'il y a une demi-douzaine. C'est une toute petite fenêtre qu'il a ouverte. C'est votre analyse? Il a ouvert une toute petite fenêtre pour dire oui, éventuellement, j'ai la... Mais là, sur ce cas, oui. Je pense que le RHDP a des présidentiables. Demi-douzaine, il le dit lui-même, mais le RHDP a des présidentiables. Institutionnellement, il y a le vice-président qui, théoriquement, quand vous êtes vice-président, ça veut dire qu'à toutes les heures, vous êtes prêt à gouverner. C'est pour ça que vous êtes là. Quand on voit le retour de Patrick Hachi dans le dispositif au cœur de l'État, on s'est dit, voici quelqu'un qui peut. Il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a plein de gars au RHDP qui peuvent prétendre. Mais aujourd'hui, que ce soit la machine RHDP elle-même, parce qu'il a dit, mon parti me l'a demandé. Mais la question ne se pose même pas pour le RHDP, on a peut-être un représentant du RHDP pour nous le dire. Donc pour moi aujourd'hui, tous les indices sont réunis pour que Alassane Ouattara soit candidat. En face,
plutôt que de pleurnicher, il faut se dire que vraiment notre adversaire sera Alassane Ouattara. Il faut se mettre ça en tête. S'ils ne se mettent pas ça en tête, qu'ils pleurnichent et qu'ils espèrent qu'ils font nanani nanana, c'est bien beau pour le débat, comme on en fait tous les jours, mais la réalité, c'est qu'ils ont 90% de chances aujourd'hui d'avoir pour adversaire Alassane Ouattara. Ce qui donne, à mon avis, c'est, pour terminer sur la question, c'est celui qui va le plus rassembler au sein du RHDP, c'est celui qui va le plus mobiliser au sein du RHDP. Et même si je pense que le RHDP est le favori pour l'élection, avec Alassane Ouattara, il est encore plus favori qu'avec quelqu'un d'autre. Très bien. Monsieur le maire, vous vouliez réagir tout de suite? Allez-y. Oui, je voudrais dire que c'est depuis 1994 que le président Alassane Ouattara a traversé des difficultés, des colibés, des blocages administratifs, judiciaires, etc., pour que finalement, en 2010, les Ivoiriens lui donnent sa chance. Où voulez-vous en venir? Je veux en venir au fait que de 2011 jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens ont vu d'où le président Alassane Ouattara est parti avec la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Et il y a certes encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour nous, militants du RHDP, c'est clair. Il faut que les autres partis arrêtent de spéculer sur le candidat du RHDP. Je veux vraiment que cela soit clair. Si quelqu'un a peur, il a dit qu'il pense que le président Alassane Ouattara va respecter sa parole. Je ne sais pas de quelle parole il parle, mais s'ils ont peur, ils ont dit discipline. S'ils ont peur ils ont peur d'affronter Alassane Ouattara, je voudrais leur dire de commencer peut-être à trouver autre chose parce que Alassane Ouattara est le candidat du RHDP. Et puis, le mot restaurant qu'il a utilisé, il va vraiment falloir beaucoup plus que ce mot restaurant-là pour que les Ivoiriens, dont le quotidien aujourd'hui, à travers l'ensemble du territoire ivoirien, est impacté par des infrastructures qui leur apportent un meilleur quotidien. Il va falloir plus que l'appellation restaurant pour que les populations laissent Alassane Ouattara et réengager ce pays-là dans une aventure, surtout pas entre les mains de personnes qui l'ont déjà plongé ici. Nous étions ici, dans ce pays. Et donc Alassane Ouattara est bel et bien notre candidat. Je pense que s'il doit avoir des difficultés sur le choix des candidats à l'intérieur d'un parti, ça n'est pas le RHDP. Les difficultés qu'ils ont avec la candidature de Tidiane Thiam, c'est à l'intérieur du PDCI qu'ils ont ce problème. Ce ne sont pas les militants du du RHDP qui discutent sur qui est légitime, qui n'est pas légitime à être le candidat du PDCI. Au niveau du PPAC, c'est la même chose. Nous, on ne s'en occupe pas. Nous avons voulu qu'Alassane Ouattara soit candidat et il a dit qu'il est désireux. Et le mot désireux n'a pas été choisi pour rien. Et ce désir vient donc pour être porté par l'engagement ferme des militants du RHDP déjà d'avoir Alassane Ouattara comme candidat et que la Côte d'Ivoire puisse continuer son chemin. Parce qu'avec ce président, vous le savez, nous sommes aujourd'hui en bonne place dans le Conseil des Nations et cela doit continuer. Joël Poté, comment vous réagissez? Merci bien, M. Ali. M. Diarra-Souba, je préfère. M. Diarra-Souba, pas de problème. d'accord. Merci bien, M. Diarra-Souba. Je pense bien que l'engagement militant, il est libre et volontaire. Et avant d'être militant d'un parti politique, on est d'abord le produit d'une nation. La nation au-dessus de toutes nos organisations et formations politiques. La vie d'une nation, pour nous, est comparable à une course de relais, où chaque génération passe le flambeau à celle qui suit, et ainsi de suite. Quand une génération refuse de passer le flambeau, elle finira par s'essouffler, elle finira par s'épuiser, et certainement cela va causer des crises. La grandeur d'un homme politique ne se mesure pas à sa durée au pouvoir, non. Nelson Mandela a fait 4 ans au pouvoir. Son nom traverse les époques, son nom traverse les océans et même des continents. M. Diarra-Souba. La grandeur d'un homme politique ne se mesure pas à sa capacité à traverser les générations. Et là, nous sommes en 1963 aux États-Unis d'Amérique. Quand Martin Luther King citait I Have a Dream, son célèbre discours. J'ai rêvé d'une nation dans laquelle noirs et blancs empruntent le même trottoir. J'ai rêvé d'une nation dans laquelle noirs et blancs sont assis côte à côte dans les mêmes classes. J'ai rêvé d'une nation dans laquelle noirs et blancs fréquentent les mêmes hôpitaux. Quand il prononçait ce discours, Barack Obama avait 2 ans. 45 ans plus tard, Barack Obama a été élu 44e président des États-Unis d'Amérique. Un homme politique ne traverse pas les générations. C'est son combat et sa cause qui traverse les générations. Tout le monde est désireux de diriger le pays. Charles Blé Goudé est désireux de diriger le pays. Très désireux d'ailleurs. Et quand il rentrait au pays, le 26 novembre 2022, dans une démarche républicaine, il a adressé des courriers aux autorités du pays
à toute la classe politique. On aura le temps de parler de Charles Blé Goudé. Revenons au sujet. Revenons au sujet. Quelle analyse faites-vous de cette sortie du président de la République? D'accord, non, c'est pour chuter. Oui, chutez donc, allez-y. Parce que le président de la République, en fait, a prononcé des phrases. Il a dit qu'il est désireux. Bien sûr, totalement. Désireux de diriger le pays. Charles Blé Goudé également est désireux de diriger le pays. Oui, ça, on l'a entendu. Voilà, Charles Blé Goudé, c'est un secret de polichinelle. Donc, je suis en train d'analyser le discours du chef de l'État et puis conclure, si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Voilà. Et donc, quand il est rentré au pays, bien entendu, à la suite des différents courriers qui ont été demandés ça et là, il n'y a pas eu de réponse. Ça n'a pas empêché directement d'aller rencontrer le peuple de Côte d'Ivoire. De Gaulle l'a fait en France à l'époque. Il a fait la même chose. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être celui qui l'a dévancé dans toutes les régions.